to stand up and be seen. So, Matthias, your question. Monsieur le Président, one question to the short term and one to the long term. In the short term, are you afraid that Russian intelligence and Russian AI could manipulate the next election in France to the advantage of Marine Le Pen? And the question to the long term, in a post-Putin era, could you imagine that the old dream of an amorous alliance, an alliance between America, Europe and Russia could develop, or is that a dream? Sur votre première question, je ne serai pas, je rentrerai pas dans le débat pour savoir si une intervention irait favoriser tel ou tel candidat ou candidate. Ce qui est vrai, c'est que jusqu'à présent, la stratégie de la Russie a été plutôt d'accompagner les mouvements politiques dans nos pays qui étaient anti-européens et qui étaient aussi anti-immigration, très conservateurs sur le plan social et sur lequel, de manière approximative, ils pouvaient penser bâtir une alliance. Surtout, me semble-t-il, des partenaires qui pouvaient affaiblir l'intégration européenne. Je crois que c'est une stratégie claire, elle est assumée et elle est liée au fait que, du point de vue de la Russie, l'intérêt a longtemps été vu de dire mieux vaut avoir 27 États divisés que 27 États ensemble quand on est leurs voisins proches. Je peux comprendre cette stratégie, ce n'est pas celle que nous poursuivons, c'est pour ça qu'il faut le réengager dans une stratégie qui consiste à dire nous, unis, nous pouvons avoir une approche avec la Russie qui construit quelque chose, même si on a des désaccords de valeurs, de fonctionnement. Je pense que la Russie continuera à essayer de déstabiliser, alors soit des acteurs privés, soit directement les services, soit des proxys. Je ne crois pas au miracle. Moi, je crois à la politique, c'est-à-dire au fait que la volonté humaine peut changer les choses quand on se donne les moyens. Je ne crois pas pour autant que les changements sont spontanés et que, d'un seul coup, la lumière fut et que les choses vont changer du jour au lendemain. Donc oui, il y aura toujours des stratégies de déstabilisation. Nous, en France, nous n'avons pas pour habitude de rendre public les assignations, si je puis dire, et donc quand on arrive à tracer d'où vient l'attaque. On n'a jamais rendu public. Certains autres pays le font. Par contre, évidemment, on enquête et on a un dialogue avec les pays quand on sait que ça vient de chez eux. Parfois, ce sont les services publics, dirais-je, pour rester pudique. Parfois, ce sont des proxys privés, ou des acteurs privés. Donc je pense que la Russie continuera d'être un acteur extrêmement agressif sur ce sujet dans les prochains mois et les prochaines années. Et d'ailleurs, dans toutes les élections, elle cherchera à avoir des stratégies de la sorte, où elle aura des acteurs qui le feront. Il faut se méfier, d'ailleurs, il n'y a pas que la Russie, il y a beaucoup d'autres pays où il y aura toujours des acteurs qui le feront. Il y a des acteurs conservateurs d'ultra-droite américaine qui ont été très intrusifs aussi dans les campagnes européennes et les stratégies européennes avec des moyens qui ne relèvent pas de la légalité non plus. Hein. Donc, il faut être assez œcuménique sur ce sujet. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous renforcer nos défenses technologiques, nos coopérations entre services et nos systèmes juridiques. Parce que la vérité, c'est que nous avons très peu d'anticorps face à ces attaques. Et ça, je crois que c'est une immense faiblesse des démocraties européennes. Je fais cette parenthèse, mais pour moi, en Europe aujourd'hui, d'ailleurs dans toutes les démocraties au monde, les mutations du système médiatico-technologique sont telles que nous n'avons plus les anticorps pour protéger la démocratie. Et ça, c'est un des plus grands sujets que nous avons devant nous. C'est-à-dire la possibilité aujourd'hui que des acteurs privés utilisent les technologies de deepfake, manipulent, pénètrent, diffusent de l'information à très grande vitesse, de toute nature, sans traçabilité, dans des systèmes démocratiques hyper médiatisés où tout circule tout de suite avec un effet d'émotion et d'intimidation dans les démocraties, n'est aujourd'hui pas compatible avec des systèmes qui ont été construits sur le plan des valeurs pour la liberté de conscience, de la presse, de la circulation d'informations qui était celle de la fin du XIXe siècle. Parce que c'est ça notre système. On protège la liberté de la presse, la liberté, ce qui est très bien, la liberté de circulation avec des lois qui datent du XIXe siècle, qu'on a un peu adaptées, mais dont les fondements, en tout cas en France, sont celles-ci. Je pense que nous avons des vulnérabilités en la matière énormes. Et nous n'avons pas des rapidités d'intervention sur le plan technologique et juridique pour stopper ces stratégies. Ça, c'est pour moi le plus gros point.
Donc la Russie continuera à être un acteur de ce sujet, et je pense que d'ailleurs dans l'initiative qu'on doit mener, on doit construire la stratégie de désescalade, mais aussi de transparence commune qu'on fera sur ce sujet. Et moi je pense que dans les prochains mois, ce qu'on doit essayer de faire avec la Russie sur ce point, c'est si des acteurs privés russes ou publics russes se mettent dans de telles stratégies dans toutes nos démocraties ou celles de nos partenaires, on doit mettre en place une méthodologie d'action rapide, mais peut-être aussi d'attribution beaucoup plus claire et beaucoup plus forte, et de système de sanctions, et réciproquement. Donc c'est pour ça que je pense que nous devons réengager le dialogue sur ce point, pour lutter contre ces nouvelles formes de déstabilisation, voire de criminalité en ligne, des acteurs publics comme privés. Sur votre deuxième question de long terme, je pense que rien n'est impossible. Je pense que rien n'est impossible, et beaucoup de ces sujets seront d'ailleurs structurés par les conséquences directes et indirectes de la stratégie chinoise. On voit bien combien la stratégie chinoise des 10 dernières années détermine la stratégie américaine aujourd'hui, ce qui est d'ailleurs normal et tout à fait légitime, sur le plan commercial, sur le plan stratégique, etc. Et donc, si la Chine continue son essor et continue d'avoir une politique avec une vraie stratégie d'infrastructure, de numérique, et une vraie stratégie aussi d'expansion, avec une logique de comptoir, si je puis dire, dans le Pacifique, en Afrique, en Asie du Sud-Est, Middle East et maintenant en Europe, il est évident que ça va renforcer les intérêts et l'alignement d'intérêts de l'autre grande puissance qu'est les États-Unis, et ceci à mesure aussi que la Chine la rattrapera ou la dépassera peut-être économiquement, et surtout des puissances européennes et russes pour faire face et construire des régulations. Donc je pense que le schéma que vous avez décrit n'est absolument pas impossible, mais il dépend, de l'avenir de la Chine et de sa stratégie et de sa réussite, et deux, d'abord et avant tout, de la capacité européenne à apporter une réponse.